Bon, rendez-vous au Capitole, c'est parti, épisode 3. On parle de quoi aujourd'hui, Céline ? Alors aujourd'hui, on a 2 thématiques pour le prix d'une. On va parler dans un premier temps de racisme et dans un second temps des services publics de proximité. Et en plus, on est toujours accompagné d'invités absolument exceptionnels puisque j'ai juste à côté de moi Daniel Obono. Tu es député La France Insoumise à Paris. Bonjour Daniel. Bonjour. Et il y a aussi Salah Mokrane, tu es initiateur de l'Assemblée des quartiers. Bonjour Salah. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que l'Assemblée des quartiers que tu as initiée à Toulouse du coup ? À Toulouse, et nationalement, en fait, c'est une organisation nationale, l'Assemblée des quartiers. Et c'est une organisation politique, pas un parti politique, mais une organisation politique qui a pour, on va dire, ambition, projet de faire la question des quartiers populaires une question encore plus centrale dans le débat politique. Merci beaucoup. Et alors Salah et François, je crois que vous vous connaissez depuis un certain moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous vous êtes connus ? On se connaît depuis 2005, hein. Oui, ça fait. En fait... C'était un jeune homme. Oui, cheveux longs. J'avais les cheveux longs. Oh là là, je veux les photos. J'avais les cheveux longs et en fait, j'arrivais à Toulouse pour faire mes études. Et je voulais m'engager déjà dans la société, politiquement. Et je cherchais les motiver, puisque ça se sait, dans l'histoire toulousaine, ça se sait, mais peut-être pas dans les générations plus jeunes. Mais il y a eu la liste des motivés qui, à Toulouse, en 2001, a réussi à faire 12,5%. À l'époque, c'était quelque chose... un petit ovni, quoi. D'ailleurs, on appelait ça un OVNI, un objet politique non identifié, parce que le Parti socialiste était tout puissant à gauche, et le fait qu'il y ait une liste comme ça citoyenne, dont tu étais tête de liste, je conduisais cette liste. C'était impressionnant, et du coup, je suis allé voir ce qu'il en était. C'est comme ça que j'ai rencontré Salah. Voilà, et donc au moment où il est venu voir, en 2005, c'était une période assez intéressante. Bon, donc j'étais déjà élu, j'étais élu dans l'opposition à Toulouse. Et je me rappelle très bien, quand François est arrivé, il y avait déjà quand même un intérêt sur la question des quartiers. D'ailleurs, c'est le 20e anniversaire des révoltes des quartiers populaires suite au drame de Clichy-sous-Bois, et à la mort de Zied et Bouna, ces 2 jeunes qui sont morts à Clichy. Il y a eu quand même un mouvement très très important. Pendant 3 semaines, dans 300 villes de France, c'est un événement politique très important. Il faudra qu'on en reparle à la fin de cette année. Et voilà, et donc on s'est connus comme ça. Et il m'a dit, ouais, bon, ça m'intéresse, tout ça. J'ai dit, ben vas-y, welcome. Voilà comment ça s'est fait. Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est pas juste à Toulouse quand même que les motivés ont une influence. Parce que moi j'étais déjà à Paris à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on suivait en fait. Ça a été une expérience vraiment très, très inspirante. Il y a eu quelques autres listes motivées. Alors bon, il faut bien dire ce qui est, on n'a pas tout maîtrisé parce qu'on était dépassé par les événements. Donc un peu partout en France, toutes les listes motivées ne se valaient pas. Mais il y en avait quand même quelques-unes qui étaient quand même bien intéressantes. En région parisienne, à Colombes, Bondy, il y avait une liste intéressante aussi. Et oui, c'est vrai que ça a marqué les esprits parce que, une liste citoyenne, comme quoi en 2020, c'était pas la première fois qu'il y avait une liste citoyenne, mais qui passe la barre des 10%. Et je dis toujours, parce que c'est aujourd'hui un sujet, alors à Toulouse pas encore, mais enfin de manière générale, la petite fierté qu'on avait, c'est quand moi je suis rentré au conseil municipal, on était 4 élus motivés. On a remplacé les 4 élus du Front National, c'est comme quoi. Ils sont sortis, nous on est rentrés. Bravo, ouais. Le match était fait. Et puisqu'on parle du Rassemblement national, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur le premier thème de cette émission, donc sur le racisme. Et au moment où on tourne cette émission, il y a un événement assez récent encore qui nous a tous et toutes beaucoup marqué. Ça a été le meurtre islamophobe qui a été commis contre Aboubacar Cissé. Je voulais savoir... on aura l'occasion de le développer tout au long de cette première partie, mais comment est-ce qu'on en arrive à un tel niveau de violence finalement entre concitoyennes et concitoyens ? Ce qui s'est passé là, c'est au-delà d'un acte individuel, c'est un meurtre et il faut que justice soit rendue à la victime et à sa famille et que ce meurtre soit condamné, qu'il soit sanctionné. Mais le voir
uniquement de manière individuelle, c'est effectivement effacer les responsabilités collectives, parce que c'est un geste qui est signé politiquement. Assassiner quelqu'un dans ce lieu, dans un lieu de prière, au moment où il y a ce geste de partage, d'humanité collective qui est fait, c'est dire quelque chose de la haine, du racisme qui imprègne les individus, parce que ça imprègne la société. Et ce racisme-là, ce racisme islamophobe, il vient du plus haut de l'État. Et ça fait des années que on est beaucoup dans les militants et militantes, dans les personnes directement concernées, victimes de l'islamophobie au quotidien, des humiliations, etc., qui alertent sur ce qui se passe dans la société française. Et malheureusement, c'est une des expressions, c'est pas une des seules. Je pense au cas de Jamel Benjabala, qui est un père de famille qui a été assassiné devant les yeux de son enfant par un militant d'extrême droite qu'il avait déjà harcelé. Il y avait déjà des plaintes qui avaient été faites, et c'était des propos clairement islamophobes. Donc, et aujourd'hui, par exemple, ce meurtre-là n'est pas reconnu comme un meurtre à caractère raciste, et la famille se mobilise en ce moment justement pour qu'il y ait cette reconnaissance. Et là, il faut vraiment que ce soit signé, que le meurtrier explicitement le dise, pour que l'émotion normale, et je pense qu'il a saisi toute la nation face à un tel crime, oblige un peu que ce soit reconnu comme un acte raciste. Mais il faut en arriver là, en fait, et qu'on dise les termes, littéralement, qu'on parle d'islamophobie. Donc oui, il y a un questionnement, au-delà de l'acte individuel, de la responsabilité collective d'une société qui baigne depuis des décennies maintenant dans une islamophobie décomplexée sur tous les plateaux. Et voilà comment on en arrive à ces actes meurtriers. Ah oui, c'est assez, en fait, effectivement, comme vient de le dire Daniel, ça tombe pas du ciel, tout ça. Il y a un climat, ça fait une bonne vingtaine d'années, on peut dire, et petit à petit qui s'installe, où c'est devenu, alors non seulement bien sûr dans des milieux desquels on pourrait s'attendre, qui sont ceux de la droite, de l'extrême droite, enfin voilà, de ce genre de courant politique-là, encore, mais aussi, moi je pense par exemple, voilà quoi, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais au printemps républicain qui a fait énormément de mal. Puisque c'est censé être, je vais mettre évidemment beaucoup de guillemets, des gens qui sont censés être de gauche, des progressistes, qui ont installé en fait cette figure du musulman et cette question de l'islam comme étant, j'allais dire, l'ennemi, le pendant de la laïcité. Et ça, petit à petit, ça s'installe comme ça, ce qui veut dire qu'on a, là où la difficulté qu'on a à combattre cette islamophobie-là, ça veut dire aussi que même, et je vais remettre dans d'autres guillemets, même dans notre camp politique au sens large, on a des gens qui considèrent vraiment que la question de l'islam est un problème. Moi, je vous dis sincèrement, je trouve que les musulmans de ce pays ont une patience. Ils sont mais vraiment résilients, comme on dit, quoi. Parce qu'alors, toute la journée, parce que bon, là, c'est des faits très graves avec mort d'homme, mais il y a des agressions, des femmes qui se font arracher leur foulard, mais au quotidien, à longueur d'antenne, à la radio, à la télévision, les musulmans. L'autre fois, je regardais, mais sur les réseaux, parce que je ne regarde pas, mais je voyais même à l'enterrement du pape, sur CNews, il fallait qu'il parle de l'islam. Je veux dire, il y a un moment, c'était... donc, ça devient... Bon, c'est pour ça que je dis vraiment... c'est un peu ironique, mais vraiment, je tire mon chapeau aux musulmans de ce pays, quoi, parce que vraiment, quoi, il faut supporter quand même. Il faut supporter. Alors, je ne veux pas en faire des victimes. Hein, les gens savent se défendre eux-mêmes, ils savent s'exprimer. Mais le racisme, c'est la connerie la mieux partagée au monde. Mais quand... quand les gens qui ont du pouvoir sont racistes, là ça devient très 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 inquiétant, quoi.
Je vous propose qu'on écoute un premier témoignage. C'est un témoignage de Binobile qu'il a fait au moment où on tourne cette émission, en début de semaine. Alors Binobile, c'est un aide-soignant en psychiatrie à Toulouse, mais qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux. Et donc là, il se baladait dans un quartier de Toulouse. Et je vous laisse écouter ce qui s'est passé. Hier soir, à Basso-Cambo, pour aller au travail, je me suis fait menacer et des insultes racistes, on est bien d'accord, sale singe, sale noir, par des jeunes, on va dire, de 14-15 ans. Alors il y a un jeune homme qui est venu me voir en me disant oui, est-ce que tu n'as pas d'argent à nous donner, pourquoi tu fais pas comme Nasdaq, etc., etc. Je suis parti, je composte mon truc, je me fais jeter des cailloux dessus. Donc voilà pour son témoignage. Donc ça s'est passé il y a une semaine dans les rues de Toulouse, dans un quartier de Toulouse. Déjà, est-ce que vous avez une première réaction comme ça à chaud par rapport à ce témoignage ? Déjà, force à lui, quoi, et penser à lui, évidemment. Et puis, c'est quand même... son témoignage, il est juste hallucinant. C'est-à-dire se dire qu'en 2025... parce que tu es noir, tu peux être encore insulté de singe. En même temps, il est hallucinant et malheureusement, il y a un racisme qui existe, qui est systémique vis-à-vis des personnes qui sont racisées, qu'elles soient arabes ou noires, et qui est entretenu en plus par un certain nombre de gens de la classe médiatico-politique, on va dire. Donc ça, si on ne le déconstruit pas, notamment par des politiques d'éducation, mais pas que de la jeunesse d'ailleurs, c'est intergénérationnel en fait. C'est très compliqué ensuite d'aller dire aux gens qui ont pu entendre des insultes et de la part de jeunes aussi, de ne pas tomber dans ces écueils-là s'ils n'ont pas, on va dire, une sensibilité ou une éducation à ça. Et quand tu en parlais tout à l'heure, et Daniel aussi, quelqu'un qui regarde Pascal Praud et CNews tous les jours, comment il fait pour ne pas devenir raciste en fait ? Parce que tout est fait. Et il y a un climat qui est mis en place pour qu'on en arrive là. Et quand il y a eu, par exemple, des faits qui ont été remontés, parce que les insultes dont il fait mention, ça me fait penser à ce qui a pu se passer dans certains stades ou dans certains endroits, etc. Les sanctions ont été franchement assez dérisoires. Et donc forcément, ça ne montre pas une exemplarité aussi, une intransigeance là-dessus. Et puis quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit « à bas le voile », quand on a des adjoints, par exemple ici, on en parlera peut-être tout à l'heure de M. Moudingue, qui font des commentaires islamophobes publiquement, qui les écrivent, et en toute impunité, sans que ça ne choque personne, y compris dans les médias locaux, forcément, ça laisse la porte ouverte à ce qu'ensuite, ça découle dans la société. Et puis ça montre, on parlait d'un meurtre islamophobe, d'insultes négrophobes. Il y a eu, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, des violences à caractère antisémite. Et ça montre... à quel point le racisme est un tout, en fait, un système, et qu'une forme de racisme en alimente une autre. Si on ne peut pas prétendre combattre l'antisémitisme, si on alimente l'islamophobie, on ne peut pas prétendre combattre la négrophobie si on alimente, par exemple, l'antiziganisme, qui est une forme de racisme qui a les préjugés les plus ancrés dans la société. Et je crois que c'est précisément une des erreurs aujourd'hui de ne pas expliquer et comprendre justement ce système raciste, et qui se traduit au quotidien, ce qui a été dit, par des violences qui sont mal identifiées par la justice. Il y a un chiffre, aujourd'hui, on estime à plus d'1 million de personnes les personnes qui déclarent être victimes d'un acte à caractère raciste, que ce soit une injure, une violence physique ou une discrimination. Et le nombre d'enquêtes qui sont menées et de procédures de justice est absolument dérisoire. C'est à peine 10 000. On parle de 1 million de personnes, donc y compris des faits qui peuvent être multiples. À peu près 10 000, je dis de mémoire, et à peine 1 millier de condamnations à ce titre-là. Et on voit bien qu'il y a un problème systémique, y compris sur la manière dont les institutions
la justice, la police prennent en charge de ça. C'est documenté par toutes les institutions, notamment la Commission nationale consultative des droits humains. La défenseur des droits aussi parle de discrimination systémique en fonction de l'origine réelle ou supposée, de la religion, etc. Et donc ça, c'est de la responsabilité politique. Et non seulement il n'y a pas de moyens mis en œuvre, notamment budgétaires. Moi, c'est un sujet que je suis parce qu'on a réussi à créer à l'Assemblée nationale un groupe d'études sur le racisme et les discriminations. C'est la première fois que ça existe. Il y a des groupes d'études sur à peu près tous les sujets, sauf sur celui-là. On a beaucoup insisté et obligé à ce qu'il soit créé. Et on auditionne en ce moment justement des associations, etc. Une des questions que je pose, c'est il y a beaucoup de discours qui disent oui, bien sûr, on est une république et on ne peut pas faire d'abord un déni de la réalité des discriminations. Et puis même quand il y a des postures qui disent il faut faire de la formation, etc., quand on leur dit, en fait, combien d'argent vous avez mis ? Là, on n'entend plus rien. Et ça, c'est aussi, je pense, un élément à dire, mais voilà, c'est pas tout de faire des belles paroles, etc. Déjà, quand il y en a, parce qu'il faut quand même les pousser pour reconnaître. Vous avez vu, il a fallu 2 jours pour que M. Rotaillot, qui passe son temps à réagir sur tout et n'importe quoi, etc., dise un mot sur le meurtre islamophobe. Mais non seulement, ils mettent absolument pas les moyens pour mener des politiques de prévention, parce qu'il faut prévenir ces actes, ou pour assurer qu'il y ait de la formation chez les agents publics pour qu'ils puissent accueillir la parole des victimes, quand ce n'est pas les politiques eux-mêmes qui produisent du racisme, et que ce soit donc, notamment par exemple dans les politiques anti-immigrés, qui sont des politiques à la fois xénophobes et racistes, parce que ce n'est pas tous les immigrés qui sont victimes des politiques xénophobes. Les Européens ne sont pas victimes, alors que ce sont des étrangers, ce sont des immigrés, mais quand on parle des immigrés, on ne parle pas de ceux-là, on parle des exilés d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, etc. Et on a un État qui produit du racisme d'État à travers notamment de sa politique d'immigration. Et moi, je trouve que c'est cette dimension-là, on travaille beaucoup sur ce sujet-là, au sein du groupe, au sein du mouvement, de déconstruire. C'est pas simplement des propos, des actes individuels, c'est un système en fait. Et que tout ce qui contribue à produire et à reproduire cette oppression raciste sous sa forme antisémite, islamophobe, négrophobe, etc., en fait, c'est ça qui ensuite libère les pulsions meurtrières des individus. Et donc, si on veut prévenir ces actes, en fait, il faut s'attaquer à la racine systémique, en fait. Il faut que ce soit vraiment, je pense, puisque là, on est dans un débat qui est la perspective aussi d'un débat pour des élections municipales. Ça doit être une politique publique. C'est-à-dire que la mairie, les mairies en général, évidemment, mais nous, on va parler de Toulouse ici, doit avoir une politique public de lutte contre le racisme et d'avoir même une expression antiraciste. Il ne suffit plus aujourd'hui de ne pas être raciste. Il faut être antiraciste. On a atteint des tels niveaux. Le témoignage que vous nous avez fait écouter, c'est celui donc de quelqu'un qui a une petite célébrité sur les réseaux sociaux. Mais on a... Bon, je pense que Daniel, elle a connu comme moi, mais voilà, quand on est un peu exposé publiquement, qu'on est noir ou d'origine maghrébine. Ce que la droite disait, parce que comme vous étiez au second tour, il y avait Alliance, ce que la droite, dont M. Moudin faisait partie, c'était pas d'arabe au Capitole, c'était leur slogan. C'était, voilà, il y avait un slogan entre les deux tours, parce qu'en fait, au début, on nous prenait un peu pour des rigolos, et puis bon, à partir du moment où on a commencé à avoir, avant le premier tour, des sondages qui passaient les 10 régulièrement, bon, on voyait qu'on allait passer les 10, et puis ensuite, donc on était en mesure de discuter, et on a fait ce choix-là, donc d'une fusion avec les listes de gauche pour le second tour, pour tenter de l'emporter. Et là, oui, il y a eu une campagne raciste, voilà, de la part, bon voilà, ils se sont servis de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que, bon, parce que le témoignage, c'est celui d'un influenceur, c'est comme ça qu'on dit, qui est super marrant, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est vrai, et ben quoi alors ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi, c'est ça, il dit ça va pas ou quoi. Il était question, moi je me rappelle dans la mandature dans laquelle j'étais, à un moment donné, d'un plan de lutte contre les discriminations, bon, c'est des politiques publiques, tout ça. Et moi, ma position, c'était de dire, puisque en gros, ce genre de plan de lutte s'adresse généralement aux entreprises. Et moi, ma position, je me souviens très bien, ça avait été de dire, écoutez, vous savez quoi ? On va déjà commencer par balayer devant notre porte. Donc, on va faire un plan de lutte et de formation en interne pour les agents municipaux. Je ne dis pas qu'ils sont tous racistes, mais on a tous des impensés.
racistes, sexistes, homophobes, tout ça. Et on a tous besoin de se former, on a tous besoin de comprendre. Donc, on commence par ça. Il y a combien de milliers d'agents à la ville de Toulouse Ça dépend si tu comptes la ville ou la métropole, mais c'est entre 7 et 13 000 selon les... Bon, voilà, donc du coup, ça fait autant de personnes, d'encadrement. Et ensuite, il faut le faire aussi vis-à-vis des entreprises, d'accord. Mais du coup, c'est cette idée-là, mais c'est de dire on commence par ça. On balaye devant notre porte et on fait ce travail-là. Et je finis aussi par un autre témoignage, parce que moi, je suis quand même optimiste. Je pense que j'ai presque envie de dire que la population est moins raciste que le débat. Oui. J'ai fait à Toulouse, pour le coup avec la ville de Toulouse, il faut savoir le dire quand ils font des choses, quand il y a des choses intéressantes. On avait fait l'expo Oblédi au Toulouse, sur l'histoire des Maghrébins à Toulouse. Ça s'appelait Présence maghrébine dans la ville rose. C'était en 2019 à la médiathèque Cabanis. Il y a eu une campagne de communication énorme. La ville a joué le jeu à ce moment-là. Et il y avait des 4x3 avec une famille maghrébine, Oblédi au Toulouse. Et il y a eu plus de 100 000 visiteurs à cette expo. Elle a duré 4 mois. Et je me rappelle, je travaillais avec les services de la ville et je leur disais, dites-moi, parce qu'il y avait un gros affichage de cette famille. Dites-moi, est-ce qu'il y a quoi comme retour? Il y a le livre d'or, je l'ai gardé, le livre d'or. Il y a eu très très peu. C'est une expo qui a eu beaucoup de succès. Et il y a eu très très peu d'insultes racistes, voilà, parce que je crois qu'à un moment donné, il y a des possibilités. Je ne suis pas angélique, je sais que... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, parce qu'il faut aussi quand même penser que ce qu'on va pouvoir faire et les politiques qu'on va pouvoir mener, elles sont utiles, les actions, que... Voilà, moi, je vis comme ça. Je pense que les gens sont moins racistes. Alors, il y a du racisme ordinaire, ok, mais ils sont moins racistes que ne l'est le débat médiatico-politique. Il y a un écart, quoi. Ouais. Il y a un ouvrage du sociologue Vincent Tiberi sur la droitisation. Alors, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est la droitisation des élites françaises, le mythe de la droitisation française, et qui montre justement, par rapport à des études sur le long cours, sur en fait quelles sont les priorités des Français de manière générale, où du coup les questions qui passionnent les médias, Bolloré et compagnie, mais ça s'est malheureusement diffusé au-delà de la sphère Bolloré, justement sur la sécurité, l'insécurité et les amalgames avec l'immigration, en fait, sont moins que l'on pense, et que c'est beaucoup plus, effectivement, les prescripteurs politiques et médiatiques, en fait, qui ont cette obsession et cette focale. Et bien sûr qu'ensuite, en fait, ça crée un climat, une atmosphère où des sujets qui ne faisaient pas l'objet de polémiques aujourd'hui, en fait, sont agités pour tout et n'importe quoi. Et donc là, il y a une responsabilité politique directe, mais c'est important de noter qu'une action politique différente, antiraciste, une vraie politique antiraciste, elle a cet effet-là sur la société. D'abord parce que en ciblant justement ce qui fait structure et système, en fait, on va à la racine du problème. Et puis, on a une action préventive, et ça, c'est vrai au niveau national, mais effectivement, c'est vrai au niveau local. Et il y a un enjeu. Nous, on a développé avec l'équipe thématique antiraciste dans la boîte à outils pour les municipales, justement, des propositions de ce type-là sur la formation des agents. Et c'est clair qu'au niveau local, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, on a les moyens, et c'est pas une fatalité, ce qui est sûr. C'est pas une fatalité. C'est un choix politique de maintenir cet état et ces violences racistes par l'inaction, voire par l'action négative des uns et des autres. Juste pour conclure, avant d'apprendre à connaître un peu mieux Jean-Luc Moudinque sur le thème du racisme, on a beaucoup parlé des violences contre les personnes racisées. Et effectivement, il y en a beaucoup et on en a reçu beaucoup de témoignages aussi. Mais on a aussi beaucoup de hausse de l'antisémitisme à Toulouse. Alors, Toulouse, évidemment, c'est une ville qui a été très marquée par l'antisémitisme avec les attentats de Mohamed Merah contre un collège juif qui avait causé la mort de cette personne, mais beaucoup plus récemment, il y a quelques semaines, à La Chapelle. Alors La Chapelle, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un lieu culturel et militant à Toulouse. On a vu apparaître des croix gammées et autres symboles néo-nazis. C'est quand même assez gravissime ce qui est en train de se passer. François, qu'est-ce que la municipalité peut faire aussi pour lutter contre l'antisémitisme directement? Je pense que ce qu'a dit Salah, c'est-à-dire qu'on a souvent des plans de discrimination qui sortent comme ça. Donc évidemment, il y a la question de l'éducation et ça se passe à tous les étages. C'est-à-dire, quand je disais c'est la jeunesse, c'est l'école évidemment, mais c'est aussi là où les pouvoirs publics ont une mainmise.
Mais c'est également dire qu'on va être intransigeant là-dessus, en fait, sur la question du racisme. En fait, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, t'es raciste, c'est un problème, parce que tu mets en danger, en insécurité, des concitoyennes et des concitoyens à nous. Donc, il y a plein de formes de racisme. Il y a l'antisémitisme, l'islamophobie et autres. Et pour ce dont tu parles, par exemple, M. Moudinque, il pose avec des étudiants de l'Uni au Capitole qui font des saluts nazis dans leur local. Donc, il y a un problème à un moment. Lui, il doit avoir une expression et se dissocier totalement de ça. Et de la même manière, il y a d'autres formes de racisme qui sont là, dites et dictées par certains de ses adjoints, on en parlera. Mais je pense qu'il faut être conséquent sur la question et pas avoir l'antiracisme à géométrie variable. Parce qu'effectivement, on peut avoir un discours disant on est tous contre le racisme. Et après, il y a les actes. Par exemple, l'essayiste Rokhaya Diallo, on peut être d'accord ou pas d'accord avec elle, c'est pas le sujet, mais elle s'est fait interdire de conférence à Toulouse par M. Moudinque. Il y a eu d'autres faits comme ceci, par exemple la Ligue des droits de l'homme qui a quand même pour vocation, qui est née du fait de combattre les antisémites suite à l'affaire Dreyfus, aujourd'hui est menacée d'expulsion par la mairie de Toulouse, alors qu'on sait qu'elle peut avoir un rôle aussi à jouer justement dans une politique antiraciste qui soit offensive. Ça ne peut pas être une variable d'ajustement du débat politique, c'est ça. Vous l'avez évoqué fort justement, on est dans une ville avec le drame qu'on a vécu à l'école aux Aratora, les meurtres antisémites de Mohamed Merah à Toulouse, c'était chez nous. On se rappelle tous comment on a... c'est un traumatisme qui est, je crois, chez tous les Toulousains. Et on se rappelle à quel point on a été frappé. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça devrait être au cœur de l'identité de la politique publique municipale à Toulouse, la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et c'est pas juste une affaire de commémoration. C'est très bien les commémorations. Et chaque année, il faudra se souvenir de ce qui s'est passé, bien sûr. Mais vraiment, il faut travailler l'éducation, il faut travailler la formation, l'éducation pour les plus jeunes, la formation. Enfin voilà, moi c'est peut-être un peu vintage comme parce qu'elle dit non, mais comment on fait ? Oui, et je voudrais appuyer sur un point, le fait qu'on ne combat pas une forme de racisme en alimentant d'autres formes de racisme. On ne combat pas l'antisémitisme en alimentant la négrophobie, en alimentant l'islamophobie, etc. Et donc, toutes celles et ceux qui prétendent dénoncer l'antisémitisme, qui ont dans le même temps des politiques qui vont viser des musulmans, qui vont viser des gens du voyage, etc., font tout le contraire de ce qu'ils prétendent faire parce que ça alimente en fait l'antisémitisme, ça alimente l'opposition entre des personnes qui sont victimes de racisme, etc., etc. Et donc ça, il faut être cohérent, ce que tu disais sur la lutte antiraciste ne supporte pas la géométrie variable et l'opposition des uns et des autres. Si on peut donner un conseil, le film sur Frantz Fanon, justement, montre bien la construction du racisme et comment on déconstruit aussi la question du racisme et donc nous donne des pistes pour être une ville antiraciste. Avant de passer au cap ou pas cap, pour conclure cette question, je vous propose qu'on apprenne à connaître un petit peu mieux Jean-Luc Moudinque, même si François, tu nous en as déjà spoilé quelques éléments à propos du personnage. Donc Jean-Luc Moudinque, vous le connaissez, c'est le maire de Toulouse, mais savez-vous qu'il a interdit une conférence de Rokhaya Diallo qui était interviewée, qui devait venir dans une médiathèque, qui était invitée à ce titre-là. Eh bien, il a fait interdire sa venue et elle avait déclaré à ce sujet sur Twitter « C'est à l'évidence une décision politique visant à me censurer ». Donc ça, a priori, vous êtes au courant si vous avez bien suivi parce que François, il l'a cité juste avant. Mais on peut continuer sur la censure beaucoup plus récemment, cette fois en 2025, donc cette année. Jean-Luc Moudinque a censuré l'exposition de Médecins sans frontières sur Gaza, prétextant un risque de trouble à l'ordre public, alors même que cette exposition avait déjà eu lieu à Bayeux et ça n'avait généré aucun trouble à l'ordre public. On a le journal Ici Occitanie qui titre à ce sujet « La mairie de Toulouse refuse d'accueillir l'exposition que Médecins sans frontières consacre à Gaza ».
Alors là, on a parlé de la censure d'événements qui permettraient de lutter contre le racisme, mais en fait, il va même plus loin en faisant carrément la promotion de groupes qui ont des tendances racistes ou islamophobes. Par exemple, il a aidé le collectif Némésis, qui est un collectif identitaire d'extrême droite, à trouver une salle en urgence pour pouvoir tenir une conférence près de Toulouse. Street Press nous dit « Le coup de pouce de la mairie de Toulouse au collectif d'extrême droite Némésis ». Et alors là, on pourrait se dire, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns dans le fond qui sont toujours pas convaincus et qui se diraient qu'il a juste une interprétation très très stricte de la laïcité. Mais pourtant, cette année, dans les Galettes des Rois, en maternelle et à l'école primaire, nous avons retrouvé des fèves qui étaient des fèves chrétiennes. Alors Agathe Roby, qui était venue sur le premier épisode de Rendez-vous au Capitole, a interpellé la mairie à ce sujet. On s'attendait à minima à des excuses. Et au lieu d'excuses, je vous cite ce qu'a répondu l'un des adjoints de Jean-Luc Moudenc. La cuisine centrale vient de changer de fournisseur pour une galette fraîche et locale, pas possible de changer de fève pour la commande. Et puis, votre polémique dérisoire et étriquée ne fait qu'amplifier votre silence face à la seule menace réelle contre la laïcité aujourd'hui, l'islamisme. Donc voilà un petit peu le personnage qu'on a à Toulouse. Et François, j'ai une question pour toi. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Au milieu coule la Garonne » dans lequel tu délivres ta vision de Toulouse. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut prendre le contre-pied de Jean-Luc Moudenc et mettre en avant le multiculturalisme pour enfin rassembler Toulouse. Toulouse, c'est une ville créolisée. C'est une ville, même de par son histoire, je parle de manière chronologique, on a eu... des peuples qui venaient les Ibères. D'ailleurs, le nom Tolosate, c'est un nom qui serait Ibère, donc qui venait de l'autre côté des Pyrénées. Puis on a eu des peuples celtes, puis gaulois, puis on a eu les Romains, puis les Visigoths qui venaient de l'Est de l'Europe, etc. Jusqu'à aujourd'hui, où on a les Espagnols, des gens qui sont venus d'Afrique du Nord, du Maghreb, d'autres qui sont venus du Vietnam, d'Afrique subsaharienne, d'Amérique du Sud, bien sûr. Big Flo et Oli, par exemple, leur père, il est argentin, par exemple, il est d'origine argentine. On a une forte communauté chilienne aussi, qui a fui Pinochet. Donc Toulouse est une ville créolisée et ouverte, et je pense que les habitantes et les habitants, ils ont un petit peu ça dans leur ADN. Donc en fait, le mode de vie, ou en tout cas les aspirations, elles sont totalement contraires au rétrécissement des exemples que tu as donnés, c'est-à-dire la censure d'un certain nombre de propos politiques ou qui visent justement, pour ce qui est de Rokhaya Diallo, à parler de l'antiracisme, puisqu'il était question de ça dans sa conférence. Le fait aussi que, et ça les Toulousains le savent peu, mais M. Moudenc, c'est le roi de la duplicité. Parce que comme ça, on a l'impression, c'est un bonhomme, bon, il ne paye pas de mine, etc. C'est ce qu'il dit lui-même, qu'il ne paye pas de mine. Mais il a des adjoints, dont un est fan d'Éric Zemmour, c'est M. Arsa, qui a des photographies avec lui. Il y en a d'autres, tu l'as cité, M. Bolzan, je ne sais pas s'il y a un mois sans tweet islamophobe. Si vous allez au conseil municipal, vous écoutez le début, le porte-parole de son groupe Aimé Toulouse, c'est Pascal Pro en moins cher, mais c'est Pascal Pro quand même. Et en fait, ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, il distille comme ça une haine islamophobe ou raciste ou très réactionnaire ou de droite radicale et qui passe totalement inaperçue parce que les médias locaux ne relèvent même pas. On a l'impression qu'ils bénéficient d'une sorte d'impunité, mais qui met une ambiance qui est quand même délétère. Et par exemple, tu as parlé du cas de la fève, qui pourrait sembler comme ça anecdotique, mais qui en fait vient après tout un tas d'événements où il y a des adjoints de M. Moudenc, par exemple, qui ont utilisé leurs fonctions dans des cérémonies religieuses. Alors on peut discuter de la pertinence ou non, on peut avoir chacun son avis, mais ça va souvent dans le même sens. Et surtout, répondre de cette manière-là à une polémique comme celle de la fève, en fait, ça montre un biais clair islamophobe de la part de cet adjoint qui n'est pas nouveau. Et il faut savoir qu'Agathe Roby, elle a pris des menaces de mort suite à ça. C'est-à-dire toute la fachosphère a, elle, repris le tweet et les arguments de ce monsieur. Et du coup, derrière, vous savez que je pense, Daniel, tu sais très bien comment c'est. Quand la fachosphère cible quelqu'un, après, c'est du harcèlement non-stop. Et elle, Agathe, a reçu une menace de mort à son domicile. Et M. Moudenc a refusé de lui donner une protection fonctionnelle en tant qu'élu. Donc, en fait, tout ce que tu as dit, on pourrait citer malheureusement bien d'autres déclarations
montre bien la vraie identité et le réel ADN qui se cache derrière. Non pas que M. Moudinque est quelqu'un d'extrême droite, moi je dis pas ça. Mais je pense que c'est un passe-plat de l'extrême droite comme il en existe plein en ce moment et que c'est pas lui qui va protéger les Toulousaines et les Toulousains de la montée de l'extrême droite et du racisme, bien au contraire. Pour conclure sur cette partie, je vous propose qu'on passe au traditionnel cap ou pas cap. Alors le cap ou pas cap, qu'est-ce que c'est ? Il y a une question qui est posée par quelqu'un qu'on a rencontré dans la rue, qui avait une question à nous poser, et on va devoir répondre par cap si on est d'accord, ou pas cap si on n'est pas d'accord, et on peut développer en quelques phrases. Je vous laisse le diffuser. Cap ou pas cap de former tous les personnels de la police municipale à l'antiracisme. C'est un challenge. Ça, là. Cap, hein, ouais. Cap, ouais. Cap. Et je pense qu'en plus, la police municipale, en fait, c'est un service public de proximité, on en parlera tout à l'heure, mais qui en fait doit être, nous, notre vision de la police, c'est qu'elle doit être au service de la population. Et être au service de la population, c'est la protéger aussi de la montée de l'extrême droite et des idées racistes. Donc oui, il faut la former, mais comme il faut former d'autres secteurs, en fait, des services publics municipaux pour qu'ils sachent appréhender les situations et avoir une situation correcte. Et en plus, je pense que c'est une demande de beaucoup d'agents municipaux, y compris dans la police municipale. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission qui va concerner, donc, comme tu le disais très justement, les services publics de proximité. Et je commence avec cette nouvelle qui concerne la fermeture en Haute-Garonne de 148 classes. Il y a beaucoup de parents qui sont mobilisés en ce moment contre la fermeture de ces classes puisqu'il va y avoir un gros manque pour nos pitchouns. Et la réponse qui leur avait été donnée par la mairie, c'est « le souci, c'est l'absentéisme ». Donc ils ont repoussé la faute sur les professeurs d'école. Qu'est-ce qu'on peut faire au final pour agir pour sortir les écoles de la précarité finalement ? Toi, t'as des enfants scolarisés ou pas encore? Si, on peut pas encore si. J'ai des petits-enfants scolarisés, des petits-enfants, mon cher monsieur. Ah oui, c'est vrai? Oui, ah oui, je savais pas. Si tu crois. Et alors, ils ont un enseignant en classe devant eux ou une enseignante? Chaque fois que j'entends parler de fermeture de classe, même si ça me concerne moins directement aujourd'hui, puisque mes enfants sont grands, mais je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants. Moi, je le vois autour de moi. Et pour faire le lien d'ailleurs avec un petit peu quand même la discussion précédente, mais c'est parce que ça va ensemble, c'est que voilà, c'est aussi justement une population de Toulousaines qui sont énormément diversifiées. Dans l'histoire, en fait, on est aujourd'hui, depuis de nombreuses années, dans un moment où il y a plus de gens de la région parisienne qui viennent habiter à Toulouse que de Toulousains qui vont habiter à Paris. Ce qui a, pourtant, historiquement, il y avait cette idée-là. Donc, alors, fermeture de classe, moi, j'ai toujours effaré. Mais tu sais qu'en fait, il y a une relation de cause à effet avec une autre donnée. C'est qu'effectivement, on a 148 classes qui ferment, alors qu'on a une population très, très jeune. La moyenne d'âge, c'est 34 ans à Toulouse. Qu'on a beaucoup de familles, comme tu l'as dit, qui viennent, ou des jeunes qui sont en couple, qui vont avoir un enfant, etc., qui viennent. Mais ce que nous montre l'INSEE, c'est qu'il y a en moyenne 2000 à 2500 familles qui, chaque année, doivent quitter Toulouse. Et elles doivent quitter Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vie y est trop chère, et notamment le prix du logement, que ce soit le loyer ou si on veut devenir petit propriétaire. Et en fait, ce qui se produit, c'est qu'effectivement, il y a de la natalité, il y a des habitants qui viennent en plus, mais dès qu'on va avoir un enfant ou un second enfant ou un troisième enfant, en fait, on est obligé de quitter Toulouse parce que le prix des logements est devenu, et le prix de la vie de manière générale, les transports ont augmenté, etc., est devenu trop onéreux. Donc, c'est pour ça que, quelque part, l'encadrement des loyers que nous, on met en avant, c'est aussi une réponse à ça. Et après, on pourrait se dire qu'il y aurait une réflexion logique. On sait que moins il y a d'élèves dans une classe, plus les conditions d'apprentissage vont être meilleures. Donc, il pourrait se dire au niveau du rectorat, on va, même s'il y a une déperdition de l'effectif en attendant qu'il y ait un vrai maire qui mette en place l'encadrement des loyers, on va conserver le même nombre d'enseignantes et d'enseignants pour les élèves qui sont présents, mais ils n'ont pas la logique, ils n'ont pas la politique du tout qui est celle-ci, puisqu'on est dans une politique austéritaire de toute façon. Je rappelle qu'il y a plus de 220 millions d'euros qui ont été coupés à l'éducation nationale lors du précédent budget, et ça c'est un choix de la Macronie
Et je le rappelle, M. Moudin, qu'il y a des adjoints qui sont députés et sénateurs qui votent ça. Donc après, ça en découle. La municipalité, d'ailleurs, s'est abstenue sur la question de la carte scolaire, alors que tout le monde, représentants de parents d'élèves, syndicats, a voté contre. Et derrière, il y a les effets collatéraux qui se jouent sur les écoles, c'est-à-dire il n'y a pas une école, je pense, à Toulouse, où il n'y ait pas eu une mobilisation depuis le début de l'année scolaire, parce qu'il manque une enseignante ou un enseignant, parce qu'il manque une ATSEM, parce qu'il manque un AESH ou une AESH pour les enfants. Et c'est des gens qui souvent sont dans des contrats précaires, qui ne sont pas titularisés. Et donc, il y a un véritable problème, mais ça, on le connaît, Daniel, c'est la volonté de casser l'école publique petit à petit pour en faire bénéficier l'école privée. Oui. Bien évidemment, et c'est un phénomène national. Nous, on a eu aussi à Paris des fermetures de classes qui ont suscité des mobilisations des parents, et ça c'était important aussi dans les mobilisations qu'on a vues. Ce sont les parents en fait qui ont occupé des écoles, qui ont fait des manifestations en soutien aux enseignants et aux enseignantes. C'est important ce que tu relèves, parce qu'un des arguments qui est donné, c'est à Paris, c'est pas peut-être pas le cas à Toulouse, mais à Paris ce serait la baisse de la démographie scolaire. Or, la France est le pays européen qui figure en très mauvaise place en termes justement d'encadrement. C'est-à-dire qu'on a trop d'élèves par classe pour permettre de bonnes conditions à la fois d'apprentissage pour les enfants et de travail pour les enseignants et en fait pour tout l'ensemble des personnels. Et donc en fait, avoir moins d'élèves par classe, ça permet de mieux les accompagner. Et en fait, on devrait viser à arriver dans la moyenne européenne. On est au-dessus en fait de la moyenne européenne. Donc ce n'est pas un argument le fait de dire qu'il y a moins d'élèves par classe. Et puis c'est effectivement le résultat d'une politique qui est votée au niveau national, mais qui est soutenue en fait par les mêmes élus qui localement, on a souvent les maires qui vont quand il y a des mobilisations justement des fermetures de classes, oui d'accord, et en fait au niveau national leur parti ou même les députés qui sont conseillers municipaux, etc., votent ou soutiennent les 49.3 qui sont des... Et donc, c'est aussi, il y a un enjeu aussi, parce qu'ils vont dire non, nous, on n'est pas responsable de ça au niveau national. En fait, si, ils le sont, parce qu'il y a cette hypocrisie-là qui joue et qui, en fait, se traduit par la casse du service public. Et il y a aussi, depuis des années, une vision, en fait, c'est la question de l'école, comme ces questions fondamentales du service public, en fait, elles disent notre conception de la société. Et il y a un projet politique qui considère que, d'abord, ce n'est pas bien que tout le monde ait droit à l'éducation, parce que y a une vision qui considère aujourd'hui que la massification de l'éducation, c'est fini, il faut en finir, il faut en fait une sélection, c'est ce qui a été mis en place progressivement ces dernières années, et en fait qui considère qu'il faut mettre au travail le plus tôt possible les mêmes catégories sociales, y compris ne pas leur donner les armes aussi pour avoir un esprit critique et s'organiser et se syndiquer, ne pas avoir suffisamment de compétences pour pouvoir négocier sur le dit marché du travail, etc. etc. Donc, en fait, ça s'inscrit aussi dans un contexte global et qui vise à réduire, du coup, le périmètre de l'éducation nationale et de l'école publique au profit du privé. Parce que ça spécifie, je ne sais pas si c'est le cas à Toulouse, mais à Paris, il y a en fait un basculement qui est en train de se faire aux faveurs de l'école privée, qui par ailleurs bénéficie des financements publics. C'est-à-dire qu'on paye l'école privée et on paye la sélection et on paye y compris des conditions d'études qui ne sont pas non plus les meilleures, parce que justement, ils prennent beaucoup de gens sur dossier et souvent les taux d'encadrement ne sont pas les meilleurs. Et donc, on est dans une logique complètement incohérente, mais dont en fait l'objectif est très clair en fait. C'est en finir avec l'éducation nationale et avoir une vision. Voilà, l'éducation est un marché, donc on marchandise l'éducation. Ceux qui auront les moyens pour leurs enfants de faire payer des cours privés ou dans l'enseignement privé, ils pourront peut-être accéder aux études. Et puis le reste, débrouillez-vous. Et puis surtout, servez de chair à patron et d'être corvéable et malléable à merci. Donc c'est aussi, on parle de la fermeture des classes, mais c'est pas juste ni une question comptable année après année, ni une responsabilité simplement d'un gouvernement. C'est quand même
une stratégie globale qu'on voit à l'œuvre depuis des années. Et heureusement qu'il y a les résistances dans l'éducation nationale et il faut apporter le soutien à l'ensemble de la communauté éducative qui se bat pour l'école publique. Oui, Et c'est vraiment juste, puisque bon, moi, voilà, je suis là, je disais qu'avec l'Assemblée des quartiers, voilà, on travaille. C'est, il faut le dire, préoccupation numéro une, des habitants, des parents dans les quartiers. La question de l'éducation, la question de leurs enfants. Si vous allez, vous discutez, quand on discute, je ne sais pas, au Mirail, aux Isards, à Toulouse, dans ces quartiers-là, bon, moi je connais bien le quartier des Isards, voilà, le sujet de mobilisation des parents, pas seulement en tant que parents de leur propre enfant, mais de manière générale, on voit que si on posait la question, si on faisait des sondages, on verrait que ce serait le sujet qui arriverait en tête. En tête. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un vrai... Et quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais ça veut dire quoi ? Derrière, ça veut dire que ça doit être une priorité politique. Quand un sujet est aussi important pour les habitants d'une ville ou d'un quartier, ça veut dire qu'il doit être en haut des priorités. Et là-dessus, juste rapidement, on a des propositions politiques parce qu'on ne peut pas résoudre à la place du gouvernement la question de la formation, du paiement des enseignantes et des enseignants. Par contre, ce que peut faire une municipalité dans les écoles maternelles et élémentaires, c'est s'assurer qu'il y ait suffisamment d'ATSEM et qu'il y ait une brigade volante d'ATSEM s'il faut, pour faire en sorte que quand il y en a une ou un qui est absent, eh bien, il soit remplacé, que les AESH et les animateurs sortent des contrats précaires et qu'ils soient payés comme il se doit, parce que ce n'est pas aussi quelque chose qui motive pour rester dans cet emploi, évidemment. Et donc ça, une municipalité peut le faire, et c'est ce qu'on fera en 2026 si on arrive au Capitole. Alors, il y a plein de services publics qui sont en lutte. On a eu un témoignage d'une bibliothécaire notamment, et je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Ah ouais, ils sont vraiment sans voix maintenant. Eh ben, On les censure. Alors tu le dis en rigolant, mais en fait c'est très exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, si vous entendez pas de son, c'est pas un problème technique. C'est qu'on avait reçu un témoignage d'une bibliothécaire qui avait initialement témoigné de ses conditions de travail assez catastrophiques, puis qui nous a recontactés dans un second temps pour nous dire que même si la situation se dégrade très fortement, elle ne peut pas se permettre aujourd'hui de s'opposer au maire parce qu'elle a peur des représailles. Et François, ça aussi, on parlait de connaître un peu mieux Jean-Luc Moudinque. J'aimerais que tu en parles parce que des témoignages comme ça, nous, dans la campagne, de personnes qui veulent pas... là, on parle même pas de s'engager à nos côtés, mais des personnes qui aimeraient s'engager à nos côtés et qui peuvent pas. On en a reçu plein. C'est lié aussi aux méthodes de Jean-Luc Moudinque. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? En fait, à Toulouse, il y a un système clientéliste qui existe et un système de violence institutionnelle dont beaucoup d'agentes et d'agents de la municipalité témoignent. C'est-à-dire quelqu'un qui a le malheur d'émettre une critique au sein de la machine mairie de Toulouse ou de la métropole va être blacklisté ou placardisé. Et de la même manière, il y a un certain nombre d'associations, par exemple, qui, moi c'est le cas, hein, par exemple quand je vais dans une association dans ma circonscription, il est fréquent qu'après elles reçoivent un coup de fil de quelqu'un de la municipalité, un adjoint ou autre, je ne dis pas tous, hein, mais certains, qui leur mettent un coup de pression sur leurs subventions, voire qui vont leur couper leurs subventions. Et regardons ce qui s'est passé, par exemple, de manière plus publique et transparente, hein, dans le quartier des Pradettes, qui est un des quartiers du Grand Mirail. Les habitants sont mobilisés pour avoir une ferme urbaine. C'était un beau projet soutenu par différentes institutions, sauf par la municipalité de Jean-Luc Moudinque qui veut faire un grand projet immobilier. Et donc, comme il y a eu un rapport de force, en fait, ils ont supprimé les panneaux d'affichage aux Pradettes, ils ont supprimé un lieu de vote aux Pradettes, puisque de toute façon, les Pradettes, ça ne votait pas trop pour eux de base. Et il y a un délaissement aujourd'hui de ce quartier qui est fait sciemment, c'est-à-dire vous voulez aller contre la volonté municipale, eh bien on vous le fait payer concrètement, y compris dans l'accès à un certain nombre de services publics ou de cadres de vie dans votre quartier. Je prends le cas des Pradettes, mais je pourrais prendre d'autres cas comme celui-ci. L'association Rennerie Miroir, qui est fait aussi partie du Grand Mirail,
qui a un journal pour les habitants et qui a pris position contre les démolitions de plus de 1000 logements publics, eh bien, s'est fait couper ses subventions par la municipalité de Toulouse. Donc voilà quel est le vrai visage. Et c'est problématique parce que, en fait, dans une société, c'est normal qu'il y ait des contre-pouvoirs. Nous, si on arrive aux affaires au Capitole en 2026, il y aura des associations, il y aura des gens qui critiqueront notre manière de faire. Et qui pousseront pour aller plus loin. Et ils peuvent être de droite, de gauche, peu importe. En fait, ils ont le droit, ça fait partie de la vie démocratique. Et c'est pas parce que quelqu'un va nous critiquer qu'on va remettre tout en question du point de vue de son action dans la cité. Ce serait dommageable. Et en plus, tout le monde, en fait... on perd quelque chose finalement. Il va falloir créer ces espaces-là dans lesquels les habitants, et avec les représentations qu'ils vont choisir, vont se sentir à l'aise pour dire les choses. Parce qu'il y a aussi finalement une forme d'intériorisation chez beaucoup de cette situation quoi, où on s'empêche de s'exprimer. Parfois les élus ils n'ont même pas besoin d'intervenir en vérité pour que les gens s'empêchent de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que c'est un climat. J'ai été collègue avec Jean-Luc Moudin il y a plus de 20 ans et certaines autres que tu as évoquées, ça s'est tendu. Moi, je le dis, parfois je me pose la question. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, je fais de procès d'intention à personne ou je veux pas faire d'attaque ad nominem, mais ce que je veux dire, c'est, alors, est-ce que c'est un changement ? Bon, j'ai ma petite idée, mais moi, je pense que ça s'est tendu. C'est pas seulement un changement personnel, c'est aussi en fait un climat politique qui fait que on a l'impression que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vers la droite. Notamment dans les quartiers. Je vais parler de ça parce que c'est un sujet important pour moi. Voilà, il faut qu'on ait des salles municipales qui soient facilement accessibles, dans lesquelles on puisse se réunir, où on puisse discuter. Moi, ce que j'observe, parce que j'étais au conseil municipal, j'étais avant dans une association, le droit au logement, où j'étais souvent en prise avec les institutions et notamment avec la municipalité de Jean-Luc Moudin, c'est que plus il sent qu'il est affaibli, d'un point de vue, des aspirations des Toulousaines et des Toulousains, plus il a tendance, j'ai l'impression, à entrer dans ce chemin-là de violence un petit peu institutionnelle et vis-à-vis des associations. Parce qu'en fait, ce qu'il sait très bien, c'est que si les Toulousaines et Toulousains votent sur un programme de manière équitable, ils voteront, ils ont le cœur à gauche. Ils l'ont prouvé aux dernières élections législatives de 2024, aux élections présidentielles où la candidature de la France Insoumise a fait 37%. Et Jean-Luc Moudin, qui est quelqu'un d'intelligent, donc il le sait très bien. Et d'une certaine manière, lui, sa manière de répondre à ça, c'est bien sûr d'afficher une duplicité. Il est obligé de montrer un visage un petit peu patelin comme ça, tout en ayant des prises de position, on en a parlé, très réactionnaires, voire xénophobes pour certains de ses adjoints, et d'avoir une politique assez violente, c'est-à-dire c'est moi ou c'est rien, et si l'un d'entre vous ose faire une critique ou ose faire un pas de côté, eh ben, il le paiera directement. Et malheureusement, c'est un climat qui est délétère pour la vie démocratique, mais aussi pour la vie sociale de manière générale à Toulouse. Et moi, par exemple, j'ai plein de gens de droite, alors qu'on est les insoumis, quoi, c'est pas leur famille politique, qui viennent me voir et qui me disent « Mais en fait, on veut qu'il dégage, parce que le système clientéliste qu'il a mis en place, il sert pas tout le monde, entre guillemets. » Et il y a beaucoup de gens qui, même en ayant le cœur à droite, ont envie d'avoir de la transparence sur les choses. Ils ont envie de savoir pourquoi c'est toujours un tel qui a les marchés publics, pourquoi c'est telle association qui attend et l'autre pas, etc. Et là-dessus, il n'y a rien, si ce n'est un système opaque mis en place par Jean-Luc Moudin, et qui fait que même des personnes, j'ai envie de dire, limite, c'est nous qui devons défendre la liberté d'entreprendre. Je crois que finalement, on est dans un système qui est ancien. Aujourd'hui, l'exigence que peuvent avoir les habitants d'une ville en termes de transparence, en termes d'équité dans la décision publique, et dans une ville, on le redit, qui a beaucoup grossi, on ne peut pas appliquer le système d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, quand on fait du clientélisme, quand on promet, et je veux dire, Jean-Luc Moudin qui le fait à Toulouse, et il y a plein d'autres élus ailleurs en France qui le font aussi. Mais je veux dire,
Mais ça va devenir difficile de tenir des promesses d'avantages individuels à 600 000, 700 000, 800 000 habitants. Ce que tu dis est juste parce que, par exemple, les habitants du Mirail, il y en a la moitié à qui son équipe a promis un logement, l'autre moitié un travail. Bon, et la plupart n'en ont pas vu la couleur. Sauf qu'il leur a fait plusieurs fois le coup et qu'au bout d'un moment, tu peux être dupe jusqu'à un certain temps, mais en fait, tu te dis, bon, en fait, le type nous fait des promesses en l'air. Donc je pense qu'effectivement tu as raison, on arrive aussi au bout d'un système. On l'espère en tout cas. Il est temps d'y mettre fin parce que je pense que ce décalage que tu pointes entre des structures anciennes, enfin de l'ancien monde quoi, et la manière de gérer la popole sous des allures bienveillante, etc. Et où dans la réalité, c'est le vieux monde, tu vois. C'est la formule que les macronistes avaient utilisée pour dire, voilà, nous on est le nouveau monde, et on a vite vu, très très vite, qu'en fait, c'était la politique comme avant, alors qu'on a cette aspiration-là. Et nous, ce qu'on porte, par exemple, comme proposition autour de la 6e République, autour d'une refondation démocratique, c'est ça aussi qui permet, en fait, de redonner de la place des citoyens comme des acteurs. On a vu à quel point il y a un enjeu de mobilisation des citoyens, de leur dire en fait votre compte pour défaire l'extrême droite, pour se mobiliser et pour résoudre la crise démocratique. Donc on a cette aspiration-là et en fait ces gens sont incapables d'y répondre. Et non seulement ils sont incapables, mais en fait on est dans un moment politique où tout porte à une radicalisation à droite et le fait de tenir sur un fonctionnement clientéliste, ça va amener en fait à des formes de répression de plus en plus fortes. Moi je pense que l'anecdote qui est soulevée là, enfin c'est pas une anecdote mais c'est quelque chose de révélateur parce que précisément une des forces du statut dans la fonction publique, les bibliothécaires sont des fonctionnaires territoriaux, c'est d'être protégés justement de ce type de pouvoir arbitraire, autoritaire. Et le statut de fonctionnaire protège contre ça. Et on voit à quel point ça a été à ce point affaibli par toutes les politiques que, du coup, les salariés, les travailleurs et travailleuses qui seront en position de plus résister, etc., sont aujourd'hui amenés à un point. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est assez révélateur et assez grave qu'aujourd'hui, il y a une telle omerta et il faut mettre à bas un tel système, quoi. C'est insupportable démocratiquement et aussi socialement dans notre conception du service public, de la République. C'est pas ça, quoi. C'est tout le contraire. Alors, du coup, on n'a pas le témoignage de cette bibliothécaire, puisque on ne veut pas la mettre en danger vis-à-vis de son travail. Par contre, on a un témoignage qui reprend pas mal des éléments qu'elle nous a donnés et qui est un témoignage d'une utilisatrice des bibliothèques, mais qui a elle-même cerné qu'il y avait de l'évolution dans les bibliothèques et des problèmes, et elle en parlera bien mieux que moi. J'habite à Rangueul avec mon fils de 8 ans et nous allons régulièrement dans les bibliothèques. Mon fils de semaine, on a vu les horaires se restreindre. On a aussi remarqué des fermetures régulières en fait sur des jours de semaine, comme le mercredi. On a décidé de rencontrer la maire de quartier pour avoir des informations à ce sujet. On n'a eu pas vraiment d'informations le jour de notre rencontre. C'est la maire de quartier du quartier Rangueil-Sauzolongue qui nous a très bien reçus mais qui n'avait pas beaucoup d'informations finalement, qui n'était pas au courant qu'il y avait eu des fermetures ponctuelles de la bibliothèque, qui n'était pas au courant de la restriction horaire. On nous a reçus en nous expliquant que c'était la sécurité, le budget primordial de la ville. Au moins, c'est clair, la sécurité et le budget prioritaire. Et donc, effectivement, ce qu'on avait dans le témoignage de cette personne qui ne pouvait pas diffuser sa voix, c'était justement, elle nous faisait part que les baisses de subventions, enfin de financement qu'ils pouvaient avoir, elles peuvent atteindre jusqu'à 75%. Donc, c'est vraiment extrêmement conséquent. Et que c'est des renouvellements de postes qui ne sont plus attribués. Et donc, comme on n'a plus les renouvellements de postes, il manque du personnel et donc ils sont contraints de fermer de temps en temps les bibliothèques. Et donc ça, on le voit sur les bibliothèques, les médiathèques, mais ça touche énormément de services publics. Il y a aussi le problème avec la poste, etc. On a un réseau de bibliothèques de quartier
qui est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire qu'un réseau de lecture publique avec la bibliothèque Cabanis, donc des personnels des bibliothèques qui font vraiment de très intéressantes programmations. Je le sais, j'ai travaillé avec eux en tant qu'associatif. Il y a de la fluidité, tu peux emprunter dans une bibliothèque, rentrer dans une autre. Enfin, ça marchait très bien. Et là, moi, je trouve ça effarant ce qui est en train de se passer avec effectivement 70% de réduction en 2025. On est là-dessus, sur ces chiffres-là, je crois, de budget. En fait, un recul. Comment, même ce qui marche, ce qui fonctionnait, finalement, ce sur quoi, où normalement, tu aurais dû arriver en disant, bon, ça, c'est un truc, ça va, peut-être je vais renforcer ci ou ça, mais ça fonctionne, il se passe des choses, il y a de belles programmations. Mais là, en fait, parce que pourquoi je dis ça? Parce que les bibliothèques, avec les centres socioculturels d'ailleurs, parce qu'ils ils sont dans la même situation, ce sont les premiers lieux culturels de proximité dans la ville. Oui. Il y en a dans tous les quartiers. Il y en a aux Isards, il y en a au Mirail, il y en a plusieurs, à Bagatelle. À Bagatelle, je crois que c'est à Bagatelle où elle est fermée. Elle est fermée, la bibliothèque de Bagatelle. Temporairement, mais pour une durée indéterminée. Puisque... Donc on se retrouve dans des situations comme ça. Oui, alors que c'est des endroits en train de démanteler tout ce qui marche. Moi, je suis bibliothécaire moi-même de profession, donc je me sens... Comment ça, tu ne savais pas? Oui, je suis bibliothécaire. Et donc, je pense que c'est important de dire les bibliothèques... C'est le lieu de culture de proximité, un lieu de mixité sociale. Absolument. Et c'est un des espaces, on parlait de l'école tout à l'heure, etc., où on découvre, on apprend et on est en contact à travers les siècles, à travers les continents. Enfin, donc c'est un lieu, on parlait tout à l'heure de la question comment on lutte contre le racisme, comment on lutte des préjugés. Enfin, c'est dans ces lieux-là, justement, qu'on donne à comprendre et à découvrir. Et le fait qu'il y ait ce manque de vision, en fait, cette étroitesse de vision politique, de ne pas se rendre compte qu'en démantelant ça, en restreignant et en faisant des priorités, moi je pense que la meilleure sécurité, c'est d'avoir des services publics, c'est d'avoir plus de connaissances, de savoir. C'est comme ça qu'en fait on fait des individus qui sont ouverts, etc. Ce sont vraiment c'est une vision. Je t'interromps, mais c'est vraiment des lieux de vie, les bibliothèques. C'est-à-dire que dans les quartiers, alors là il y a la grande bibliothèque, ici on est à côté de la gare, peut-être tu l'as vu, tu vois là. Bon, mais il faut aller voir la salle de lecture, elle est pleine, mais aussi parce que les gens se posent, ils chargent leur portable, ils prennent une revue, ils regardent la télé, en fait, ou ils vont sur Internet. C'est pareil, dans les quartiers aux Isards, les gens viennent, ils rentrent, ils se posent, ils prennent une revue, ils viennent comme la dame, là, avec leurs enfants, les gens, ils viennent avec leurs enfants, ils se posent un peu de lecture. Donc... c'est en fermant ces lieux-là que tu crées de l'insécurité. Ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est ce qu'a rapporté aussi la maire de quartier. Elle dit oui, nous, notre priorité, c'est le budget de la sécurité. Oui. Sauf que même là-dessus, Jean-Luc Moudenc, c'est un maire nul, puisqu'il y a eu plus 142% d'augmentation du trafic de stupéfiants, par exemple, depuis 2016. Donc, il est au pouvoir. Il y a eu une augmentation des VSS, il y a eu une augmentation des violences faites aux personnes. Et en fait, les habitants de Bagatelle, puisque tu en parlais, où il y a une médiathèque qui ferme, ce qu'ils disent, c'est en fait, on va laisser cet équipement public fermé. Moi, je ne peux plus emmener mes enfants et mes jeunes le mercredi après-midi ou autre pour avoir une activité à l'intérieur. Et on sait très bien ce qui peut se passer, c'est-à-dire que ce soit pris par le trafic et autres. Donc on est dans une réflexion qui est la réflexion, le stade de la réflexion zéro en matière de politique publique de manière générale. Et en plus, ça concerne les coupes budgétaires, tu en as parlé, il y a les centres sociaux, il y a les MJC, il y a les médiathèques, il y a les associations culturelles. Moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand je vois... Jean-Luc Moudenc s'enorgueillir de dire, par exemple, oui, à Toulouse, il y a Big Flo et Oli, mais Big Flo et Oli, ils sont allés au conservatoire municipal. Et aujourd'hui, le conservatoire municipal, il est comme les autres, il a un manque de moyens. Donc en fait, les nouveaux Big Flo et Oli, si tant est qu'on souhaite à tout le monde de devenir Big Flo et Oli, pourquoi pas, en fait, ils sont empêchés par ces politiques publiques-là. Et de la même manière, Léon Marchand, dont on a beaucoup entendu parler, il a appris à nager dans une piscine publique municipale. Et juste dire, les bibliothèques et les piscines, la personne qui les met en place, qui les met vraiment en place
c'était il y a 100 ans, c'était le maire Étienne Billière, en 1925. Il lance le premier parc de sport accessible à tout le monde en Europe. Il lance aussi des bibliothèques dans Toulouse, et c'était un maire de la gauche de rupture. Donc preuve que la gauche de rupture peut vraiment changer la vie des gens et la ville. Tu sais que j'aime beaucoup les questions de mémoire, et donc Severiano de Heredia, qui a été président de ce qu'on appelait le conseil municipal de Paris au 19e siècle, qui était un Cubain, qui était un noir. C'est-à-dire que Paris a eu un maire noir. Tu savais ça, Daniel? Et c'est l'inventeur des bibliothèques municipales. Oui. Il a inventé les bibliothèques municipales. D'accord. C'est lui qui les a inventées à Paris au 19e siècle, et c'était un Cubain. Et il était noir, et il était président du Conseil de Paris. Voilà, comme quoi la créolisation, ça a du bon. Ouais, et ça date pas d'aujourd'hui. Eh non. Merci beaucoup. Tu sais, on avait fait une super expo, excuse-moi, mais du coup, qui s'appelait Portrait de France. Ouais, très bien. Eh ben, on en apprend tous les jours, je vais regarder. C'est quoi, Severiano de Heredia. Severiano de Heredia. Ok. C'est un Cubain. Je regarderai ça. Et pour continuer sur cette note positive, j'aimerais qu'on parle d'une victoire à l'Assemblée, puisque Daniel, tu as porté une proposition de loi sur l'accueil physique dans les services publics. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, c'est une proposition de loi qui a été adoptée à l'automne 2023 pour réouvrir les accueils physiques dans les services publics. Je suis sûre que si je vous pose une question sur est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête sur un site internet où vous ne cochez aucune case, vous vous arrachez les cheveux, vous en pouvez plus, ça vous est arrivé à un moment ou à un autre. Et en plus, vous, on va dire que vous savez vous servir d'internet, vous avez ce qu'on appelle un capital social, culturel qui fait que... Et en fait, le problème, c'est que pour des millions de gens dans ce pays qui n'ont pas d'accès à Internet. Il y a 22% de personnes dans ce pays qui n'ont pas de tablette ou d'ordinateur chez eux, 15% qui n'ont pas accès à Internet. C'est des millions de personnes, en fait, qui n'ont pas les codes de l'administration, qui ne parlent pas bien français, qui sont des personnes seniors, mais aussi des jeunes. Un quart des jeunes de 18 à 24 ans disent avoir des difficultés avec les démarches administratives sur Internet. Donc, ça fait beaucoup de gens. Et le fait qu'il n'y ait plus que l'Internet et qu'on vous renvoie sur Internet, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à leurs droits. Donc, il y a une rupture de droits, il y a des obstacles de plus en plus infranchissables. Et ça, c'est aussi des questions de survie. Je veux dire, quand vous n'avez pas accès à votre pension ou au peu de protection sociale dont vous avez besoin pour vivre au quotidien, ça peut créer des situations extrêmement dures et extrêmement dramatiques. Et donc, voilà pourquoi moi, je me suis appuyée notamment sur la Défenseure des droits qui a beaucoup chroniqué et fait des rapports sur le sujet et en demandant en fait qu'on puisse avoir tout au long des procédures et des démarches administratives un accueil physique qui permette en fait de répondre aux besoins des citoyens et de faire en sorte qu'en fait on arrête de se taper les murs contre ou face à un ordinateur, parce qu'il y a aussi une dimension de déshumanisation et ça c'est très prégnant quand on a fait la tournée et expliqué le sens de cette proposition de loi. Il y avait vraiment un bel accueil parce que les gens en fait ils en ont marre de parler à des ordinateurs, en fait ils veulent de l'humain. Et puis le service public, c'est ça aussi en fait. Et donc on a obtenu cette victoire-là à l'Assemblée, comme quoi c'est possible, contre les macronistes qui ont été en minorité. Et maintenant, on continue la campagne pour que ce soit adopté au Sénat, parce qu'il faut que ce soit inscrit au Sénat pour qu'il y ait une navette parlementaire, etc. Et donc, on appelle à interpeller vos élus, les sénateurs et les sénatrices, pour leur dire pourquoi, comment ça, vous ne voulez pas pour qu'on réouvre les accueils physiques, alors que c'est un besoin dans tous les services publics. On parle de la CAF, on parle des impôts. En ce moment, c'est la période des impôts, etc. Et que les gens, ils ont besoin d'avoir un accompagnement. Et les agents du service public, ils demandent à pouvoir aider les usagers. Ils en ont marre de gérer des flux de mails, etc. En fait, des deux côtés en fait du guichet, il y a besoin de ce contact-là. Et donc voilà pourquoi est-ce je continue à parler de cette proposition de loi pour que on puisse enfin adopter ce texte. Et voilà, et ça c'est une manifestation concrète de comment on peut résister à l'offensive de l'austérité et au démantèlement des services publics, parce que les services publics, c'est pas simplement une conquête du passé, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre et voire de survivre pour des millions, et puis c'est ce qui nous permettra de faire face comme société à tous les défis du siècle. Donc vive les services publics, défendons nos services publics, réouvrons les accueils physiques. Merci beaucoup. Tu parlais d'interpeller les élus. Comment est-ce que nous, citoyennes, citoyens, est-ce qu'on peut s'y prendre pour interpeller nos élus ?
Alors, vous pouvez récupérer une pétition qu'on a mis en ligne, mais qui peut aussi être signée sous format papier. Il y a un site internet qu'on a mis en place pour pouvoir récupérer justement tout ce matériel, puisque l'idée, en fait, c'est pas dire qu'on est contre l'internet, qu'on est contre le numérique, ça peut être très utile, mais quand il y a tout qui est dématérialisé, en fait, on n'a plus le choix, et c'est là où ça devient un problème. Et donc, nous, on a les deux. Voilà, on a une campagne version papier, et en ligne, vous allez sur le site www.rouvreznosservicespublics.fr et vous avez tous les outils pour pouvoir interpeller les sénateurs et les sénatrices et interpeller vos élus, les maires, parce que eux, ils ont aussi un pouvoir de persuasion auprès des sénateurs, puisque c'est eux qui élisent les sénateurs et les sénatrices. Et donc, demandez à votre maire, à votre conseiller municipal, s'il est d'accord pour la réouverture des accueils physiques, et s'il dit oui, en fait, qu'il fasse le travail pour que cette loi soit votée. Et j'espère qu'on le votera avant 2026, mais je suis sûre que en 2026 à Toulouse, le maire François Picmal sera aux côtés des citoyens pour réouvrir les accueils physiques et qui mènera la politique municipale pour avoir des moyens. Nationalement comme localement, ce sera l'humain d'abord, donc remettre des humains et du lien humain. Et défendre le service public et ceux qui le font vivre, les fonctionnaires et les agents et les personnels, et ça c'est crucial. Merci beaucoup, c'est une merveilleuse conclusion pour cette émission. Je vous propose qu'on se fasse le dernier cap ou pas cap, histoire de jouer un petit peu à la fin. Cap ou pas cap. Allez, c'est parti. Cap ou pas cap de faire des permanences dans les mairies de quartier si vous êtes élu? Oh, cap, hein. C'est pas très compliqué, on le fait déjà dans ma permanence de député, donc on fera des permanences dans les mairies de quartier. Et il y aura toute une équipe municipale pour les faire, donc, puisqu'on sera nombreux, hein. Il y a 53 élus, 53 élus dans la majorité, donc on mettra ça en place. Oui. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, pour chaque fin d'émission, on va venir avec une petite brique toulousaine